bienvenue sur Nuance et Science, le podcast qui explore les mystères de la science et les dernières avancées médicales pour alimenter ta passion et enrichir tes connaissances. Je suis Gauthier, étudiant en médecine, et ton hôte pour cet épisode. Le jeûne est une pratique ancestrale qui remonte à une époque où se nourrir nécessitait de fabriquer des outils, de traquer une proie et enfin de réussir à l'abattre. C'est un processus long et incertain qui pouvait entraîner des périodes de plusieurs jours, voire semaines, sans manger. C'était il y a plus de 10 000 ans, et pourtant notre corps a conservé cette incroyable capacité d'adaptation en jeûne. Mais que se passe-t-il réellement dans notre organisme lorsque nous cessons de manger pendant plusieurs heures ou jours ? Quels sont les mécanismes physiologiques responsables des effets bénéfiques que cette pratique peut nous offrir ? Dans cet épisode, nous allons plonger au cœur des effets physiologiques du jeûne en compagnie d'Anne-Lise Prost. Docteur en biologie et en pharmacie, Anne-Lise est une experte reconnue dans les domaines de la toxicologie et des remèdes naturels. Forte d'une expérience enrichissante en tant que chercheur, notamment au CNRS, elle s'est également spécialisée dans l'herboristerie, l'aromathérapie et les fleurs de bac. Grâce à son blog et ses formations, elle inspire également de nombreuses personnes à adopter une approche globale pour prendre soin d'elles-mêmes. Anne-Lise, moi, depuis tout petit, on m'a toujours dit que le repas le plus important de la journée, c'était le petit déjeuner, parce que on sort de la nuit, on a besoin d'énergie pour le reste de la journée. Sauf que le jeûne, ça rompt totalement avec cette idée, puisque on ne s'alimente plus du tout. Et dans ce cas-là, comment le corps fait pour produire de l'énergie, pour nous permettre de marcher, de réfléchir au cours de notre journée? Alors déjà, je peux te donner mon exemple. Je fais du jeûne intermittent depuis plusieurs années et je ne mange plus le matin au petit déjeuner. Je commence à m'alimenter à partir du déjeuner. Et en fait, ça va très bien. On peut survivre sans le petit déjeuner, contrairement à ce que moi aussi on m'a dit pendant toutes ces années. Donc c'est tout à fait possible de sauter le petit déjeuner ou bien de sauter le repas du soir. C'est ce qu'on appelle le jeûne intermittent. Et voilà, ça pose aucun souci en fait. À part certaines constitutions qui ne sont pas du tout adaptées à sauter un repas, la plupart des gens normalement supportent très bien ça. En fait, quand on s'arrête de manger, ce qui est le cas toujours la nuit ou toujours entre deux repas, l'énergie qu'on a ingérée est stockée sous forme de glycogène au niveau du foie ou au niveau des muscles. Et ce glycogène, petit à petit, est redonné à l'organisme sous forme de glucose. Donc, c'est la glycogénèse, le stockage, et puis la glycogénolyse, quand c'est redonné sous forme d'énergie. Donc ça marche très bien entre deux repas ou pendant toute la nuit. On n'a pas besoin de manger tout le temps, heureusement. Et puis, quand on s'arrête de manger dans plusieurs heures, comme par exemple 24 heures, et ben là, il va y avoir besoin de produire du glucose autrement que par l'alimentation. Donc là, c'est ce qu'on appelle la néoglucogénèse. L'organisme va utiliser d'autres moyens pour fabriquer du glucose. Tout est prévu en fait dans l'organisme pour les moments où il y a moins à manger. Donc tout est prévu pour pallier à ce manque de nourriture. Et puis encore pendant plusieurs jours, voilà, si on jeûne, si on décide de jeûner au moins 3 jours, l'organisme ne va plus fabriquer de glucose, il va fabriquer une autre source d'énergie qui s'appelle les corps cétoniques. Et il va encore utiliser un autre moyen pour ça. C'est absolument magique. On est vraiment fait pour toutes les situations. D'accord, tu as parlé beaucoup de glucose. Pourquoi est-ce que le corps il repose pas, par exemple, juste sur le gras qu'il utilise directement? C'est une bonne question. Le glucose est facile à utiliser. Euh, voilà, c'est le moyen le plus simple. Quand il y a du glucose, ben, il est utilisé en fait. Le gras va plutôt représenter une réserve. Par contre, si on donne à manger seulement du gras, bien sûr, le corps va utiliser le gras pour manger. C'est un peu comme, si tu veux, entre le choix entre deux carburants. On a le carburant rapide, ben, on va l'utiliser tout de suite, ou bien le carburant plus de réserve, un peu comme une voiture diesel
qu'on va utiliser seulement dans les moments où il y aura plus de glucose. Voilà, on a deux D'accord. moyens de produire de l'énergie et deux moyens d'utiliser de l'énergie. Le glucose, quand il y en a, il va être utilisé en priorité, tandis que les corps gras, ils vont être plutôt stockés en cas de besoin. Et quand tu as parlé de néoglucogénèse, à partir de quelle molécule, de quel substrat énergétique est refabriqué le glucose? Alors, au moment de la néoglucogénèse, ça va être, alors tu vois les triglycérides. Les triglycérides sont composés d'une Donc le molécule gras. de glycérol et de trois molécules d'acide gras. Et donc là, c'est le glycérol qui va être utilisé avec quelques acides aminés ou quelques protéines qui ont été détruites. Ensemble, ça va pouvoir former du glucose. Donc ça, c'est la néoglucogénèse. Mais dès qu'on passe en cétose, il va y avoir des corps cétoniques qui vont être fabriqués. Et ces corps cétoniques, ils vont vraiment être fabriqués à partir, si on regarde les mêmes triglycérides, cette fois à partir des acides gras. Et là, ça passe par tout plein de voies de fabrication. Il y a des oxydations, ça fait de l'acétylcoenzyme A. Et là, on fabrique des corps cétoniques. Et ces corps cétoniques sont extrêmement efficaces comme source d'énergie. Vraiment très, très. D'accord. Et personnellement, j'ai déjà entendu que la néoglucogénèse pouvait provenir aussi des acides aminés et donc des muscles. Est-ce que le fait de faire un jeûne, particulièrement chez un sportif, peut être délétère pour sa santé musculaire en quelque sorte? Eh ben, c'est vraiment la question fondamentale, en fait. C'est la question que tout le monde se pose à propos du jeûne et tout le monde dit, oh, non, il faut pas jeûner parce qu'on risque de perdre des muscles. Et en fait, déjà, ce sont des acides aminés plutôt le corps, en fait, il fait le grand nettoyage pendant le jeûne. Donc, il va détruire les choses dont il n'a plus besoin. Des protéines qui sont mal repliées, des cellules qui ont, par exemple, qui hébergent des parasites ou des virus ou des bactéries. Ce sont vraiment tous les déchets qui n'ont pas le temps d'être éliminés d'habitude qui vont être éliminés pendant un jeûne. Du coup, il va y avoir cette possibilité de récupérer des acides aminés, de récupérer des protéines à ce moment-là. Donc, il y a déjà cette source d'acides aminés. Et en fait, il y a des études très récentes qui ont été menées, notamment à la clinique Buchinger en Allemagne, avec aussi l'université de Saint-Étienne, qui ont montré que pas du tout, en fait. Il y a un tout petit peu de muscle qui peut être utilisé. La masse musculaire elle-même peut diminuer un tout petit peu pendant un jeûne. Alors, l'étude a été faite sur un jeûne de 12 jours. C'est chez des personnes d'âge assez varié, en fait, disons entre 40, si je me souviens bien, 30, 40 et 60. Et en fait, il n'y a pas vraiment de perte de masse musculaire. Elle est extrêmement faible. Et puis, il y a surtout un gain de force musculaire. Donc, contrairement à toutes les peurs qu'on pouvait avoir à ce niveau-là, au niveau du muscle squelettique, il n'y a pas de perte. Au contraire, il y a un gain de force. Et c'est vraiment extrêmement intéressant. Et nous en discutions il y a pas très longtemps avec Robin Ménage, qui est directeur scientifique à la clinique Buchinger, qui disait qu'en fait, il y avait une stimulation de la respiration mitochondriale au moment d'un jeûne. Donc en fait, cette peur de perdre du muscle, eh ben, elle n'est pas fondée. On peut jeûner, garder la force musculaire, vraiment sans souci. Ce qui est logique en même temps. Si on regarde bien au niveau de l'évolution, le jeûne, il a dû être pratiqué pas mal par nos ancêtres quand à la fin de l'hiver, il y avait plus grand-chose comme réserve et que le printemps n'avait encore pas fait pousser toute la nouvelle nourriture. Il fallait quand même garder de la force musculaire pour pouvoir aller se nourrir d'une manière ou d'une Mhm. autre. Donc, non. Et puis les animaux qui jeûnent ne perdent pas le muscle non plus. Donc en fait, il y a vraiment cette peur qui était là, mais qui visiblement, en tout cas au niveau scientifique, n'est vraiment pas fondée. D'accord, ok. Donc le corps trouve des moyens de conserver la masse musculaire, notamment avec la respiration mitochondriale, ce qui permet de produire l'énergie de l'ATP. Donc, enfin, le fait d'être en jeûne stimule notre corps pour aller chasser et retrouver des aliments. Donc, Le c'est finalement, ça repose sur nettoyage. l'évolution. Vraiment, le jeûne stimule le nettoyage. Enfin, c'est comme si pendant la nuit, il y avait un petit nettoyage minimal du corps. Donc, comme s'il y avait ce petit temps pour aller faire un petit peu le ménage dans le corps entier. Tandis que quand on fait du jeûne intermittent, on allonge ce temps sans manger, donc le nettoyage va pouvoir être un petit peu plus complet.
Et puis quand on jeûne pendant plusieurs jours, alors là, c'est comme le grand ménage de printemps. C'est ce qu'on appelle l'autophagie qui se met en place. Et voilà, c'est complètement naturel, c'est complètement physiologique. Il y a tous ces mécanismes de nettoyage au niveau moléculaire, au niveau cellulaire qui se mettent en route et qui permettent d'évacuer tout ce dont le corps n'a plus besoin. En fait, on va utiliser voilà, ce dont le corps n'a plus besoin, voire même les déchets, pour tout casser en petits morceaux, tout dégrader, faire des briques pour reconstruire de nouveau. C'est pour ça que pendant un jeûne long, on va dire, c'est-à-dire plusieurs jours, une semaine, 10 jours, voire plus, on va perdre, certains organes vont perdre du volume, vont perdre leur masse aussi. Par exemple, le foie, on va perdre du poids hépatique. Et puis après, au moment de la reprise alimentaire, il va y avoir un gain de nouveau, il va y avoir des cellules qui vont se refaire. En fait, il y a un renouvellement cellulaire qui se fait à la fin du jeûne. Et ça, c'est absolument magique, parce que ça veut dire qu'on a de nouvelles cellules qui sont toutes neuves. On se régénère, en fait, en jeûnant. On va au moins régénérer certains organes. Et c'est extrêmement intéressant parce que ça veut dire que pour un certain nombre de pathologies, notamment des pathologies métaboliques, ou bien pour tout ce qui est pathologie hépatique, telle que quand on a par exemple un excès de graisse au niveau du foie, et ben ça peut évoluer. Ça peut évoluer vraiment très positivement et sur le long terme, pour peu qu'on reprenne après le jeûne avec des bonnes habitudes alimentaires et des bonnes habitudes de vie. Donc c'est extrêmement intéressant, c'est tout ce processus de nettoyage, l'autophagie, qui se met en place. Voilà, c'est complètement physiologique. On a nos petits nettoyeurs intégrés dans chacune de nos cellules et ça se met en place au moment où on arrête de manger. Mais c'est normal, on ne peut pas à la fois manger et croître et fabriquer de nouvelles cellules et puis nettoyer. Il faut qu'il y ait un temps pour tout. C'est comme le Mhm. moment voilà, on est en veille, on vit, on fait plein de choses. Et puis les moments où on se repose, on dort et on se régénère. Et ben voilà, le corps, c'est au niveau de l'alimentation, c'est la même chose. Il faut qu'il y ait des pauses dans l'alimentation. Alors ça peut être les pauses du quotidien, donc les pauses de la nuit, la nuit un peu plus longue si on fait du jeûne intermittent, ou bien ça peut être une pause vraiment beaucoup plus longue pour le grand nettoyage de printemps par exemple, ou d'une autre saison, peu importe. Mais voilà, tu vois l'image. Oui, je vois. Dans la vie, de toute façon, il y a toujours des cycles, jour-nuit, alimentation, jeûne. Donc ça s'inscrit dans cette logique-là. Donc finalement, le jeûne, grâce à l'autophagie, permet un petit peu de faire une remise à zéro de nos organes en éliminant les cellules qui sont dégradées et de retourner sur des bonnes bases, à condition de continuer ensuite à avoir des bonnes habitudes de vie. C'est bien ça? Exactement. Ça permet de Ok. appuyer sur vraiment le bouton remise à zéro quand on a envie de changer des choses dans notre vie, soit parce qu'on se rend compte qu'on a un mode de vie qui n'est pas très sain et qu'on risque d'avoir des maladies de type maladie métabolique, cardiovasculaire ou diabète ou choses comme ça. On peut se dire non mais là, je pars pas sur la bonne pente, je vais faire un jeûne, ça va me permettre de remettre à zéro tous mes paramètres sanguins, parce que la plupart des paramètres sanguins sont quand même équilibrés de nouveau après un jeûne. Donc ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. Et puis après, on repart sur de nouvelles bases. Et on peut changer nos habitudes de vie, on peut se mettre en mouvement plus souvent, on peut faire beaucoup plus de sport d'endurance, on peut aussi changer drastiquement notre alimentation pour qu'elle soit plus légère et qu'elle soit plutôt composée de végétaux aussi. Donc c'est un très très bon moyen de reprendre de bonnes habitudes. Et puis de remettre D'accord. un peu tout l'organisme ouais, à zéro en fait, avec des bons paramètres sanguins. D'accord. Donc, quand on parle de paramètres sanguins, c'est la tension artérielle. Enfin, non, du coup, non, pas forcément, mais je veux dire, c'est le, la glycémie, les triglycérides, tout ça. Tous- Ok, donc c'est tout ce qu'on regarde pour diagnostiquer des maladies métaboliques, le diabète, etc. Ok. Exactement. Mais tu as parlé de la pression artérielle et tu avais raison parce qu'il y a souvent Ouais. une normalisation de la pression artérielle pour des personnes qui sont hypertendues. Mhm. Donc ça, Ok. c'est sur un jeûne long de plusieurs jours. Et surtout, le paramètre le plus important, il me semble, et qui rassemble en fait tout ce type de pathologie, c'est l'inflammation. Au bout de plusieurs jours de jeûne, tous les paramètres inflammatoires sont réduits. Donc il y a une réduction de l'inflammation dans tout le corps. Et ça,
ben, je crois que c'est le meilleur anti-inflammatoire qu'on puisse trouver. Bien sûr, pour les gens qui sont capables de jeûner, et c'est en général pour des gens qui sont malades sous supervision médicale. Sinon, c'est D'accord, un petit peu dangereux quand même de jeûner à long terme tout seul quand on a une pathologie. d'accord. Tu dis que le jeûne à long terme a vraiment le meilleur impact sur le nettoyage, tout ça. Combien de temps on peut passer pendant un jeûne? Enfin, quel temps maximal on peut passer en jeûne? J'imagine que du coup, ça dépend des réserves énergétiques qu'on a. Euh, Combien de temps maximal en moyenne on pourrait passer techniquement en jeûne? Ben, la plupart des gens s'accordent sur le fait que le temps maximal, ça va être, je sais plus, une trentaine ou une quarantaine de jours. Et puis qu'après, il y a la vraie sensation de faim qui revient. En fait, c'est Yvan Le Mao qui a fait des études sur les manchots et qui s'est dit, mais à quel moment est-ce que les manchots, ils arrêtent de s'occuper de leur œuf si la mère n'est pas revenue? Tu connais cette histoire? Oui, oui. Oui. À quel moment est-ce qu'ils ont ce signal que c'est vital pour eux d'aller se réalimenter? Parce qu'il leur faut quand même le temps de retourner jusqu'à la mer. Et donc, d'après ces études, il y aurait un neuropeptide qui serait sécrété à un moment pour dire, oh là, là, il faut se réalimenter. Et donc, chez l'homme, je crois que ce serait entre 30 et 40 jours. Mais évidemment, ça va dépendre de la corpulence de chacun. Alors, il y a un cas qui est très, très connu d'un homme qui était obèse et qui avait décidé de jeûner jusqu'à ce qu'il atteigne son poids idéal. Et lui, il avait jeûné pendant plus d'un an. Mais bon, c'est un cas extrêmement particulier. On va dire que ça va être 30 à 40 jours. Mais la plupart des gens qui vont jeûner, ça va être, quand on parle de jeûne long, hein, c'est-à-dire sur plusieurs jours, ça va être sur une semaine ou éventuellement 10 jours, 15 jours. Après, c'est vraiment extrêmement important d'avoir une surveillance médicale. Ne pas jeûner seul longtemps, quoi. D'accord. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir jeûner. Est-ce qu'il y a des gens qui ont, par exemple, certaines enzymes qui sont déficitaires pour produire les corps cétoniques, pour faire la néoglucogénèse, ou est-ce que c'est d'autres choses qui font ces contre-indications pour certaines personnes? C'est une très bonne question. Je n'ai pas la réponse. Je pense que tout le monde peut produire des corps cétoniques. Mais, euh, mais oui, il y a certaines personnes qui n'ont pas un métabolisme approprié aux jeunes, en fait. Et on trouve d'autres alternatives. On peut faire ce que Walter Longo a mis au point, le fasting mimicking diet. Donc manger peu, avoir une restriction calorique importante et se mettre presque dans un état de jeûne. Ou bien on peut décider de faire une restriction calorique et de manger, par exemple, beaucoup plus de légumes qui apporteront peu de calories. Euh, il y a il y a tout un éventail en fait de possibilités. Mais c'est vrai que le jeûne n'est pas adapté à tout le monde. Il y a des contre-indications au jeûne. Par exemple, la grossesse, voilà, c'est pas du tout un moment pour jeûner, du tout. L'allaitement non plus. Et puis il y a certaines pathologies qui font que non, il faut pas jeûner, du tout. Pareil, est-ce que les enfants pourraient jeûner ou c'est quelque chose qui est contre-indiqué? Alors les enfants jeûnent naturellement. Les enfants jeûnent naturellement quand ils sont malades. Et je pense que c'est tout à fait à respecter. Euh, Il n'y a pas besoin de s'inquiéter, à mon avis, outre mesure, si un enfant est malade, par exemple s'il a une grippe, s'il a un gros rhume ou une angine, et ben s'il n'a pas faim, c'est pas la peine de le forcer en fait. Après, on va pas faire jeûner un enfant volontairement, sauf cas particulier et vraiment jeûne indiqué par un médecin. Ça, c'est vraiment des cas particuliers. Mais non, on va pas faire jeûner des enfants. S'ils sont malades, qu'ils n'ont pas faim, eh ben on les laisse ne pas manger. Et puis quand ils ont de nouveau faim, ben c'est que c'est bon, ils peuvent se réalimenter, mais là on leur donne des choses faciles à digérer et, euh, et voilà, comme une sortie de jeûne en fait. Mais non, un enfant, non, c'est pas Ok, indiqué pour le jeûne, bien sûr. d'accord, très bien. Donc, on a surtout parlé de l'autophagie comme moteur de tout ce nettoyage. Est-ce que les bénéfices attribués aux jeunes sont aussi dus à d'autres mécanismes ou est-ce qu'il y a vraiment l'autophagie comme mécanisme central? Il y a énormément de mécanismes qui se mettent en route pendant le jeûne, vraiment énormément. Il y a beaucoup voilà, de paramètres qui sont modifiés de notre biochimie. Mais alors l'autophagie est vraiment ben, voilà, ce qui est le plus facile à expliquer.
Et puis, ça va régler à peu près tout. Oui, c'est vrai que c'est un processus central, mais qui est réglé au niveau moléculaire. Et puis, ce qui va se passer aussi, au niveau central, c'est qu'il va y avoir une modification de l'expression de nos gènes. À partir du moment où on jeûne, eh bien, on ne va pas exprimer les mêmes protéines que quand on s'alimente. De même que selon si tu manges toute la journée des hamburgers ou tous les jours des hamburgers, tu vas pas exprimer les mêmes protéines que si tu manges un régime plutôt méditerranéen. Eh bien, le jeûne, c'est pareil, il va changer l'expression des gènes. Donc, en fait, tout dans l'organisme se modifie quand on jeûne. Et, et le paramètre très, très intéressant à ce niveau-là, c'est que quand on jeûne, les cellules du corps, les cellules saines, on va dire, elles vont se mettre en mode, bon, on va l'appeler survie. C'est pas vraiment survie, mais elles ont un mode particulier pendant le jeûne. Elles se mettent, voilà, dans un mode de protection, on va dire. Pas survie, protection, ça va être mieux. Et c'est ce mode-là qui est extrêmement intéressant en cas quand on a un cancer et qu'on est soigné par chimiothérapie. Les cellules saines vont être capables de se protéger de toutes les substances toxiques pendant un jeûne, parce qu'elles se seront mises dans ce mode de fonctionnement protection. Ce qui fait que les cellules cancéreuses, qui elles ne sont pas capables de faire ce changement, elles vont devenir beaucoup plus sensibles aux substances utilisées pour lutter contre le cancer. Et les cellules saines, elles seront beaucoup moins touchées, donc il y aura moins d'effets secondaires. C'est tout simple Mhm. et c'est extrêmement puissant. Donc oui, il y a plein, Et- plein de choses qui se mettent en place pendant le jeûne au niveau moléculaire, au niveau génétique, au niveau cellulaire et au niveau des organes. C'est le corps entier qui se modifie. Le cancer me semble vraiment, enfin le déclenchement du cancer me semble vraiment multifactoriel. Ça peut être à la fois des polluants au niveau de l'environnement, ça peut être une alimentation qui est vraiment déséquilibrée. Typiquement, si on mange énormément de glucides, de manière chronique, on va forcément avoir beaucoup de glucose. Les cellules cancéreuses adorent le glucose, elles s'en nourrissent, elles adorent ça. Donc si on a beaucoup, c'est vraiment un terrain beaucoup plus favorable. Euh, elles vont aussi, trop de glucose va entraîner beaucoup de sécrétion d'insuline par le pancréas. S'il y a beaucoup d'insuline, ça veut dire aussi que ça va allumer, ça va être un peu l'alerte rouge parce que c'est ce qui favorise aussi le cancer. Il va aussi y avoir un environnement extrêmement acide au niveau du corps qu'adorent les cellules cancéreuses. Si on a un environnement plus basique, il y a moins de chances qu'elles grandissent. En fait, c'est comme un terrain, en fait. C'est comme un jardin dans lequel on voudrait cultiver des choses. Si jamais la terre n'est pas propice, hein, qu'il n'y a pas les bons nutriments, eh ben, on va peut-être avoir plus de telle plante ou plus d'une autre. Donc, il y a certaines nourritures ou certains lieux de vie qui vont peut-être être plus propices pour développer un cancer que d'autres. Et puis, oui, un cancer, on peut pas enlever tout l'aspect émotionnel. Effectivement, quand il y a des difficultés au niveau émotionnel, quand il y a un choc, eh ben, le système immunitaire va être vraiment affaibli pendant quelque temps. Et ça peut laisser la place au développement de cellules cancéreuses qui, s'il n'y avait pas eu ce déséquilibre émotionnel, auraient été régulées. D'après ce, d'après ce que j'ai compris, en tout cas, du fonctionnement du cancer, on aurait tous des cellules cancéreuses en circulation de manière assez régulière, mais en faible quantité, et qui seraient tout de suite prises en charge par le système immunitaire. Mais dans certains cas, que ce soit parce qu'il y a eu un choc émotionnel ou parce que on mange peut-être trop gras, trop sucré, trop souvent, trop ou trop mal, ou des choses qui sont toxiques, ou bien si on vit dans un environnement où vraiment il y a des polluants, il y a des choses vraiment toxiques, et ben au bout d'un moment, peut-être que le système immunitaire est débordé. C'est comme ça que je le vois, mais ma vision, je pense, est très incomplète. D'accord, intéressant, merci d'avoir donné ton avis là-dessus. J'aimerais un peu parler maintenant de l'impact au niveau du système digestif, parce qu'il y a un truc concret quand on jeûne, c'est qu'on va beaucoup moins à la selle. Est-ce que c'est bénéfique? Est-ce qu'il y a aussi des effets négatifs? Parce que par exemple, notre système digestif se renouvelle continuellement, des cellules meurent, et finalement, le fait de s'alimenter, ça permet aussi d'éliminer ces cellules. Est-ce que celles-ci s'accumulent dans notre système digestif ou,
ou est-ce qu'elles sont éliminées d'une certaine manière? Et aussi, est-ce que notre microbiote est impacté par le fait de ne plus s'alimenter, parce que notre alimentation, c'est aussi de l'énergie pour tout ce système microbien. Alors, tous les gens qui accompagnent les jeunes le diront, la première chose à faire quand on veut jeûner, c'est de vider son intestin. Donc, il est absolument indispensable de faire des lavements ou bien de prendre des substances qui vont permettre de vider l'intestin au maximum. Ça peut être du chlorure de magnésium, ça peut être, enfin voilà, il y a pas mal de choses à prendre avant un jeûne ou au tout début d'un jeûne. Et il est vraiment indispensable de vider l'intestin au maximum pour qu'il n'y ait pas de substances qui sont des déchets qui soient réabsorbées pendant le jeûne. Et puis non plus qu'elles ne s'assèchent pas. Donc il faut vraiment vider l'intestin au maximum. Donc, que ce soit dans les endroits où on propose des séjours de jeûne, quand on jeûne à la maison, ou bien quand on va en clinique ou en hôpital pour jeûner, on va proposer des lavements, on va proposer un certain nombre de choses pour pouvoir nettoyer l'intestin. Alors, moi, c'est pareil, je ne suis pas une spécialiste de la question, mais, euh, mais ce que je sais, c'est qu'il y a effectivement un renouvellement des cellules de l'intestin qui se fait pendant le jeûne. Donc, les cellules de l'intestin sont renouvelées. Il se passe des choses au niveau du mucus aussi, du mucus de la lumière intestinale. Et puis, il y a également des modifications du microbiote, effectivement. Par exemple, les bactéries qui étaient plutôt néfastes pour la santé deviennent minoritaires. Et puis, ce sont les cellules plutôt saines pour la santé qui reprennent l'avantage. Donc, j'avais une autre question aussi du point de vue micronutritionnel. Le fait de plus s'alimenter, est-ce que c'est dangereux de ce point de vue-là? Parce que on a besoin de minéraux, de vitamines, et à partir d'un certain moment, notre corps épuise ses réserves. Je sais que le foie peut faire des réserves de certaines vitamines, mais à partir de je ne sais combien de jours, on n'en a plus. Donc, est-ce qu'il faut se supplémenter pendant un jeûne ou, ou tout va bien se passer quand même? Alors, j'imagine que dans la plupart des cas, ça va, mais de mon expérience personnelle, parce que je jeûne régulièrement, je préfère me supplémenter pour vraiment ne pas avoir de fatigue. Donc le supplément peut être assez varié en fait. Il y avait Lionel Coudron qui a écrit un guide pratique du jeûne que que j'avais trouvé très très intéressant et qui me sert régulièrement, qui proposait un complément alimentaire à prendre très très riche en minéraux. Et voilà, donc quand je fais un jeûne juste à l'eau, je me supplémente en minéraux, effectivement. Ça me semble important pour diminuer la fatigue. Et sinon, prendre des bouillons de légumes, voire même des bouillons de, je sais pas, de volaille, par exemple, si on aime ça, ben, ça permet quand même d'avoir des minéraux. Et puis, si on opte pour un jeûne long de type Buchinger, comme proposé dans les cliniques Buchinger en Allemagne ou en Espagne, il y a toujours des bouillons un peu plus complets. Donc, eux, ils considèrent qu'on est en jeûne à partir du moment où on est en dessous de 250 kilocalories par jour. Donc, ça veut dire qu'on peut quand même garder une petite alimentation très légère. Et là, on peut avoir une alimentation vraiment riche en minéraux notamment et en vitamines. Je pense qu'on peut parler un petit peu maintenant de toi, ce que tu fais dans la vie. Je sais que tu es docteur en biologie et en pharmacie. Avant, j'étais chercheur et c'était vraiment mon métier de rêve. Sauf que la manière dont il fallait trouver de l'argent pour pouvoir financer les projets de recherche me paraissait, enfin, n'était plus en adéquation avec mes envies ni avec mes valeurs, ce qui fait que j'ai arrêté. Mais c'est vrai que je pense que je reste toujours chercheur dans l'âme et j'adore toujours autant passer du temps à chercher des informations dans les publications scientifiques et à les partager. Et c'est pour ça que j'ai un blog sur lequel je donne des informations de santé, plutôt santé naturelle. Et donc, c'est-à-dire comment on peut se soigner facilement et avec des méthodes naturelles, que ce soit des plantes, que ce soit équilibrer les émotions avec des fleurs de bac, quelle alimentation choisir,
Voilà, des choses comme ça. Et puis que je propose des formations aussi pour aller plus loin. Alors avant d'avoir tout ça, j'avais une petite herboristerie itinérante que j'ai dû arrêter pour des raisons familiales. Et puis sinon, je travaille aussi comme pharmacien de temps en temps. Donc moi, je dirais que mon parcours ressemble un peu à voilà, un parcours en médecine intégrative. Donc à la fois prendre le meilleur dans chaque médecine et que toutes les médecines soient complémentaires pour avoir vraiment une vision holistique d'une pathologie, d'un patient pour l'accompagner au mieux. Moi, je rêve de ça en fait. Et donc, ma démarche va dans le sens de rendre l'autonomie aux gens, aux patients ou aux personnes en bonne santé, parce que pour moi, la première des choses, c'est de rester en bonne santé. Donc, savoir quoi faire pour rester en bonne santé, avoir des bonnes habitudes de vie, avoir des bonnes habitudes alimentaires, savoir quelle plante utiliser pour telle et telle petite pathologie. Et puis, voilà, devenir autonome et prendre sa santé en main, c'est-à-dire ne pas donner sa santé juste à un médecin. Le médecin, il est là comme n'importe quel autre thérapeute pour accompagner, mais c'est à l'intérieur de soi qu'on guérit quand on est malade. Donc, il faut trouver les bonnes personnes pour nous accompagner sur ce chemin de la guérison, sur ce chemin de la santé. Et le médecin est une personne qui est là pour accompagner aussi, pour faire, pour redonner confiance, enfin voilà, pour dire voilà, je suis là avec vous. Mais c'est vous qui allez guérir. J'ai pas la pilule magique qui va vous faire guérir. Et donc, redonner de l'autonomie aux gens, pour moi, c'est ça. C'est leur dire, ben, votre santé, elle est entre vos mains. Et vous pouvez aller voir un oncologue, vous pouvez aller voir un infectiologue, vous pouvez aller voir un naturopathe, vous pouvez aller voir un acupuncteur, vous pouvez aller voir un certain nombre de personnes qui vont être là pour faire votre équipe de soignants. Mais j'adorerais que ce soit voilà, que toutes ces médecines soient complémentaires, fonctionnent ensemble en bonne entente. Ça, ce serait vraiment mon rêve. Mais donc, en attendant, voilà, je propose des formations pour les gens qui ont envie d'aller plus loin sur certains sujets, notamment le jeûne, et savoir à quoi ça sert de jeûner, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on fait pour jeûner, quand est-ce qu'on peut jeûner, enfin voilà, des choses comme ça. Je propose des Ouais. formations, des informations aussi sur un site web régulièrement. Je partage également cette vision de redonner de l'autonomie aux individus parce que finalement, c'est ce qui va être le plus efficace. C'est si on a envie soi-même de prendre soin de sa santé, ce sera beaucoup plus efficace qu'un médecin qui lui dit bah, prends tel médicament. Ou voilà. J'aimerais bien essayer d'aider aussi mes auditeurs à prendre de l'autonomie sur leur santé. Et je pense que tes formations pourraient être très intéressantes pour eux. Est-ce que tu aurais un petit code promo à nous partager pour leur permettre de consulter tes formations? Mais oui, bien sûr, avec plaisir, je te mettrai ça en lien dans ton podcast. Alors, Super. Donc, quand même que, étant donné que je m'intéresse à beaucoup de choses, je ne sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient, mais c'est aussi le cas dans mes formations. Et étant donné que je suis aussi enseignante de yoga, je propose toujours soit des méditations, soit des respirations, soit des postures à faire, des séances. Parce que le yoga est vraiment aussi une thérapie à part entière. Quand on commence à calmer son cerveau, eh ben, il y a plein de choses qui se passent. On n'a plus les mêmes ondes au niveau cérébral, donc on va plus sécréter les mêmes hormones. On va modifier le fonctionnement de son système nerveux. On arrête d'appuyer à fond sur le système nerveux orthosympathique, mais on appuie sur la pédale de frein. C'est le système parasympathique qui se met en route. On diminue la pression artérielle. Il y a plein de choses qui se passent. Et puis le yoga, c'est aussi des postures, donc c'est mettre le corps en mouvement. C'est indispensable de mettre le corps en mouvement, de faire circuler le sang, de faire circuler la lymphe, de bouger. Enfin, le mouvement lui-même est un médicament. On est trop sédentaire aujourd'hui. Et puis il y a les respirations aussi. Le yoga, il y a toutes ces parties respiration. Et la respiration, elle est fondamentale. Je pense que ce serait presque notre meilleur médicament, en plus de l'alimentation. Si on respire bien, déjà on se calme, mais aussi on va oxygéner toutes nos cellules. On va réguler le pH de notre corps entier. Et c'est vraiment fondamental de respirer correctement. Donc moi, il me semble que c'est cette multidisciplinarité qui peut être intéressante pour, voilà, pour aborder une problématique de santé ou pour aborder juste comment rester en bonne santé.
Quels outils je peux utiliser si je veux stimuler mon système immunitaire, par exemple. Ou bien, voilà, qu'est-ce que je peux utiliser comme huile essentielle? Ah ben oui, mais je pourrais aussi utiliser un peu de respiration de yoga. Donc voilà, j'essaye de proposer quelque chose qui soit assez diversifié. Et on a fait comme ça un accompagnement en ligne avec une amie cardiologue qui finit par trouver qu'il y a vraiment trop, trop, trop de patients qui ont de l'hypertension. Et voilà, on propose pas mal de choses, donc du yoga, bien sûr, des plantes, des fleurs de bac, mais aussi de la cohérence cardiaque. Enfin voilà, la vision d'une cardiologue et puis la vision d'une pharmacienne herboriste biologiste, on va dire. Et voilà, on essaye de faire un accompagnement qui soit pluridisciplinaire, qui soit complémentaire, donc plutôt intégratif, comme on dirait aujourd'hui. Bravo pour tout ce que tu fais. Juste pour revenir un peu sur le jeûne, est-ce que tu penses qu'il y a des choses importantes que j'ai oublié d'aborder, des questions que j'aurais dû te poser? Moi, j'aimerais dire que le jeûne, c'est une super thérapie. Que le jeûne, avec le jeûne, mais aussi avec l'alimentation, hein, que ce soit une alimentation cétogène ou une restriction calorique, on peut par exemple soigner le diabète non insulinodépendant. Quand à l'hôpital, je vois qu'il y a encore un patient qui a été amputé du pied pour un pied diabétique, j'en suis malade en fait. Je ne comprends pas comment c'est encore possible. Parce que évidemment, ça demande de la volonté et ça demande, voilà, ça demande de faire des efforts, de changer d'alimentation quand on a certaines habitudes. Mais si c'est pour sauver son pied, si c'est pour sauver sa santé, c'est possible. On peut essayer quelque chose de nouveau. Alors, on peut soigner le diabète. Ça, moi, j'ai pas appris ça, hein, à l'université. On peut soigner le diabète. On peut soigner un certain nombre de pathologies articulaires. Alors là, ça va être des jeunes longs, effectivement, accompagnés au niveau médical. Mais on peut soigner des polyarthrites. Enfin, c'est quand même fantastique. On peut réverser l'hypertension. On n'a pas besoin de prendre des antihypertenseurs toute sa vie. Il faut changer des choses. Et donc, c'est ce que tu disais tout à l'heure, appuyer sur ce bouton. OK, on remet à zéro. Il y a pas mal de pathologies, notamment des pathologies métaboliques, quand on a des problèmes cardiovasculaires, quand on a des problèmes hépatiques, on a le foie gras. Eh ben, c'est pas irréversible, en fait. C'est pas irréversible. Et le jeûne est un excellent moyen, très rapide, pour soigner tout ça, en fait. Et puis aussi, il y a les effets les effets du jeûne au niveau psychique. Parce que quand on jeûne, on se rend compte qu'on est hyper calme, qu'on est très, très zen. Hmm. En fait, le cerveau, quand il ne fonctionne pas avec le glucose, c'est un peu un excitant, quoi. Enfin, je sais pas, on a déjà vu des enfants qui ont mangé un paquet de bonbons dans l'après-midi, ils sont surexcités. Ben, on est tous des grands enfants et avec le glucose, voilà, on est vraiment une société de glucose, ça se voit, on est tous speed tout le temps. Ben, voilà, on est vraiment dans l'hyper-énergie. Et quand on jeûne, les choses se calment. Les choses se calment vraiment parce que le cerveau est encore nourri un peu de glucose, hein. Le corps produit un peu de glucose pour certaines cellules qui en ont vraiment besoin. Mais quand on fonctionne sous corps cétonique, on est beaucoup plus calme. Alors, dans l'excellentissime, on va dire, livre de Thierry de Lestrade et Sylvie Gilman, qui s'appelait au début Le jeûne, une nouvelle thérapie, puis ils ont fait une nouvelle version de ce livre avec beaucoup d'améliorations suite à leur deuxième reportage sur le jeûne. On voit qu'il y a beaucoup d'exemples de pathologies psychiatriques qui ont pu être améliorées, voire guéries par le jeûne, notamment les exemples en Russie. Mais sans aller jusque-là, sans aller dans les pathologies psychiatriques, on se sent vraiment bien quand on jeûne. On a, euh, on est vraiment beaucoup plus calme et on pense mieux. Et je me suis souvenu il n'y a pas très longtemps que quand j'étais en première année d'études de pharmacie, donc cette fameuse année du concours, je travaillais énormément et en fait, je me rends compte que je mangeais très très peu. Et je crois que ça m'a beaucoup aidé en fait, de manger très très peu, parce que ça m'a gardé dans un état d'hyper concentration qui m'a vraiment permis ben voilà, de réussir ce que je voulais réussir. Donc, Mhm. je pense que oui, il faut vraiment souligner que le jeûne est vraiment une thérapie à part entière et que heureusement, elle ne coûte rien, mais malheureusement, comme elle ne coûte rien, on s'y intéresse pas trop. Parce que bien sûr, voilà, il faut que ça rapporte de l'argent de soigner les gens. C'est encore dans ce monde-là qu'on vit. Mais c'est aussi, comme on le disait, en direction de l'autonomie de chacun, c'est aussi, comme c'est gratuit et que c'est facile, un bon moyen d'acquérir de l'autonomie pour retrouver sa santé.
tout le monde peut faire ça. Alors, en rappelant bien sûr que si on veut jeûner tout seul, il faut déjà être bien informé, donc que ce soit par des formations ou que ce soit par des livres. On peut savoir le minimum de base, par exemple vider son intestin, faire une descente alimentaire, prendre des bouillons ou des compléments, comme tu le disais tout à l'heure, pendant le jeûne. Et puis le plus difficile dans le jeûne, c'est la reprise alimentaire. Il ne faut pas manger n'importe quoi quand on reprend. C'est vraiment la partie la plus importante, la plus difficile aussi. Il faut reprendre tout doucement et avec des bons aliments. Mais tout le monde peut faire ça. Après, on peut choisir de ne pas jeûner seul. Parce que c'est vrai que quand on jeûne dans son environnement familial habituel, c'est pas toujours hyper évident. Même si, maintenant, j'arrive à faire des crêpes pour mes enfants pendant que je jeûne, c'est OK. Mais c'est beaucoup plus sympathique d'aller, par exemple, jeûner en groupe. Donc, c'est pour ça qu'il y a des centres de jeûne qui proposent plein de choses, notamment la Fédération francophone de jeûne et randonnée qui propose des accompagnements. Voilà, on va être en groupe pour jeûner, on va aller marcher, et puis il y aura des massages, ou il y aura du yoga, ou il y aura plein de choses. On va se faire du bien pendant une semaine, on va se faire cocoon, en fait, et ensemble, on se soutient. Donc ça, c'est extrêmement intéressant aussi pour une première expérience du jeûne, ou bien d'ailleurs la 10e, peu importe, c'est tout. Ça peut être vraiment extrêmement bien. Et puis quand on a une pathologie, ou bien quand on veut jeûner vraiment plus longtemps, là c'est important d'avoir un accompagnement médical. Donc c'est vrai qu'en France, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Tous les centres de la Fédération francophone de jeûne et randonnée ont toujours un lien téléphonique au moins avec un médecin qui connaît très bien le jeûne au sein de l'Académie médicale du jeûne. Euh, et ils connaissent aussi, enfin, les accompagnateurs de jeunes forcément connaissent très bien le jeûne et enfin, savent comment réagir. Mais sinon, c'est vrai qu'en France, il n'y a pas beaucoup de possibilités pour jeûner sous supervision médicale. Il faut souvent partir Mhm. en Suisse ou en Allemagne ou en Espagne pour pouvoir avoir ce genre de possibilités. Mais c'est vrai que quand on est malade, ça peut être extrêmement intéressant. Extrêmement intéressant. Bon, en tout cas, c'est un peu dommage, parce que comme tu l'as dit, c'est une thérapie exceptionnelle finalement. Et je pense pas que c'est un manque de motivation des gens de sortir de leur zone de confort, même si ça joue aussi, évidemment, c'est hyper dur d'aller jeûner, surtout qu'on nous a toujours dit que c'était important de manger. Mais je pense que c'est surtout un manque d'information. Euh, il y a très peu de médecins qui sont au courant que c'est super bon pour la santé. Nous, dans notre cursus médical, on ne va jamais nous en parler, ça c'est sûr. Mais bon, du coup, c'est dommage parce que les patients sont pas informés. Et puis, s'ils sont informés, il faut aussi qu'ils aillent chercher les informations, parce que comme tu as dit, il faut être bien accompagné. Euh, il faut faire une bonne reprise alimentaire. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Pourquoi est-ce que c'est si important d'avoir une bonne reprise alimentaire après un jeûne? Est-ce qu'il y a des dangers? Ah oui, il y a des dangers si on a jeûné, mettons, pendant 7 jours et puis qu'on va manger, je sais pas moi, un steak frites. Là, l'organisme, il n'est pas prêt du tout, en fait. Enfin, c'est du bon sens. C'est du bon sens. Il faut y aller doucement, enfin, reprendre, ça peut être par des compotes ou par des soupes. L'idéal, je pense que ça va être la soupe de légumes ou voilà, des choses qui sont vraiment faciles à digérer. On ne peut pas brusquer l'organisme à ce point-là. Je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment fait des malaises en reprenant, euh, en reprenant de manière complètement inconsidérée. Enfin, si tu romps un jeûne de 7 jours, par exemple, avec, comme je disais, un steak frites, avec un bon verre de vin rouge, oui, tu risques d'être très très mal. L'organisme va avoir du mal à tout gérer. Non, non, il faut y aller avec douceur, en fait. Donc c'est pour ça que il faut reprendre très très progressivement avec des aliments très faciles à digérer, notamment pour le foie. Faut remettre en route en fait. Faut remettre en route le système. Faut remettre en route l'intestin aussi. Il va falloir plusieurs jours pour que de nouveau il évacue les déchets et que le mécanisme voilà, reprenne quoi. Donc oui, oui, il faut y aller très, très progressivement. C'est vraiment la partie la plus... C'est pas difficile de jeûner. On n'a plus de sensation de faim au bout de quelques heures ou bien au moins du troisième jour. Mais la partie la plus délicate, c'est vraiment la reprise. Elle est extrêmement importante. Ouais, tout à fait. Même moi, quand j'ai fait mon premier jeûne, c'est le truc qui a été le plus dur à faire, parce que dès qu'on remange, on a envie, si on réfléchit pas, on a envie de manger normalement. Et
ça fait mal au ventre, on n'est pas bien, et puis ça peut même être dangereux pour la santé, comme tu l'as dit. Ouais. Et il faut aussi bien peut-être dire que, en général, c'est à partir du troisième jour, quand on n'a jamais jeûné. À partir du troisième jour, on peut se sentir un peu mal, avoir un peu mal à la tête, être fatigué. C'est tout simplement les toxines qui sont évacuées. Et voilà, il faut passer ce petit cap un petit peu difficile, mais qui ne dure pas. Et après, on se sent juste très bien et on pourrait jeûner très très longtemps. Et du côté des effets psychiques dont tu as parlé, est-ce que tu connais un mécanisme, enfin, est-ce qu'on sait expliquer ça ou pas vraiment, ou bien ça repose encore sur l'autophagie? Euh, c'est une question qui m'intéresse beaucoup, que je n'ai pas encore explorée au niveau de la recherche de publications scientifiques. Mais c'est vrai que c'est un point qui m'intéresse beaucoup parce que je pense que les corps cétoniques vont nourrir le cerveau autrement quand il n'y a plus de glucose, donc c'est plus calme. Mais qu'est-ce que ça génère après en termes de... Voilà, est-ce qu'on va toujours fonctionner en onde bêta? Est-ce qu'on va fonctionner... Enfin, ça, je ne sais pas si ça a été exploré encore. En tout cas, j'en ai pas connaissance, mais c'est un sujet voilà, qui m'intéresse vraiment beaucoup. D'accord, bon, ce serait intéressant de savoir. Ouais, ce serait vraiment très intéressant de savoir. De toute façon, la plupart des personnes on va dire, qui vivent spirituellement, enfin, je sais pas, des yogis par exemple, ou des grands maîtres, le jeûne, ça fait partie de leur pratique, pas quotidienne, mais voilà, le jeûne fait partie de la pratique spirituelle. De toute façon, toutes les religions ont proposé le jeûne, à un moment ou à un autre. Donc, oui, il y a un lien qui se fait avec, enfin, comme si je sais pas, il y avait quelque chose qui s'ouvrait peut-être pendant qu'on jeûne, un, un recul aussi sur les choses. Donc oui, il doit se passer quelque chose. Mais scientifiquement, je sais pas encore. Ça m'intéresserait bien de savoir. Ok, on verra sûrement dans les années qui viennent comment ça fonctionne. Est-ce que, donc là, on a beaucoup parlé du jeûne, c'est un sujet que j'ai voulu aborder sur mon podcast parce que je trouvais qu'on manquait de nuances et que ça pouvait permettre à certaines personnes de remettre en question les idées qu'on a. Est-ce que tu connais d'autres domaines, d'autres thèmes, d'autres questions qui méritent d'avoir un petit peu de nuance à apporter? Oh, il y en a beaucoup, peut-être beaucoup trop. Euh, oui, par exemple, la médecine chinoise. Parce elle reste très mystérieuse à nos yeux d'occidentaux. Euh, et pourtant, elle est tellement pertinente. Elle est tellement pertinente. Voilà, je pense que elle mériterait qu'on aille la regarder d'un petit peu plus près avec une ouverture de cœur et une ouverture d'esprit, parce qu'on voit qu'elle marche quand on l'a expérimentée. On voit à quel point elle est puissante. On comprend pas vraiment comment elle marche parce que c'est pas notre référentiel de pensée, mais pourtant, il y aurait de quoi explorer. On se contente de dire oui, voilà, les méridiens, ça correspond à rien. Mais non, ça correspond pas à rien. Et puis, oui, c'est énergétique. Oui, oui, bah oui, c'est énergétique, mais nous sommes des êtres d'énergie. Donc forcément, si nous sommes des êtres d'énergie, la médecine, elle est aussi énergétique. Donc oui, je pense que la médecine chinoise, elle a énormément à nous apprendre. Après, tout est à explorer. Tout est à explorer. Et c'est tellement intéressant. On n'a jamais fini. Merci beaucoup pour cette idée, c'est sûrement un sujet que j'explorerai à l'avenir. Pour finir, déjà, je voudrais te remercier pour ce temps que tu nous as accordé et toutes les informations pertinentes que tu as partagées. Euh, c'était vraiment un super moment que j'ai passé. Merci, moi aussi. C'était très agréable. Merci pour ton invitation. Et Je t'en prie. j'aimerais quand même dire que si on s'intéresse aux jeunes, c'est indispensable d'aller regarder les deux documentaires sur la question de Sylvie Gilman et Thierry de l'Estrade, de lire leur livre qui est extrêmement intéressant quand même.
De lire aussi le manuel du jeune, peut-être de Françoise Villémy de Toledo, ou bien de lire, par exemple, le guide pratique du jeune de Lionel Coudron, qui est aussi extrêmement intéressant, extrêmement synthétique et qui propose différentes durées. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme livre? Le livre du docteur Lutzner, Comment revivre par le jeûne, qui est vraiment une base. C'est un livre assez ancien, mais qui est aussi pratico-pratique, qui dit faut manger une pomme à telle heure. Enfin, voilà, si on a besoin d'instructions très très précises, il est très bien. Mais alors, le dernier livre là, enfin la dernière version du livre de Thierry de l'Estrade et de Sylvie Gilman, c'est une pépite. C'est une vraie pépite parce que il y a beaucoup de sujets qui sont abordés. Il n'y a pas que le jeûne, notamment comment la médecine allopathique a grandi aux États-Unis. Je pense que c'est indispensable de le savoir, surtout quand on est soignant, quand on est médecin. Et voilà, il y a une vraie enquête et c'est extrêmement intéressant. La première version du livre, je pense que je l'ai lu 4 fois. Et là, je suis en train de lire la nouvelle version, donc qui est augmentée. Et il me plaît toujours autant. J'ai toujours autant de plaisir à le lire. Donc voilà, je recommande vraiment de lire ce bouquin. Il est fantastique. Ok, je mettrai toutes les références en description pour nos auditeurs afin qu'ils puissent acquérir des informations supplémentaires. Merci encore. Merci à toi. Tu es arrivé à la fin de cet épisode. Si tu souhaites aller plus loin, toutes les ressources comme les livres ou les films mentionnés pendant notre discussion sont disponibles en description. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à t'abonner et bien sûr à laisser une évaluation de 5 étoiles. Ton soutien est une grande source de motivation pour moi. Passe une bonne fin de journée et à bientôt.